Candide ou l'optimisme, traduit de l'allemand de Monsieur le docteur Ralph, avec les additions qu'on a trouvées dans la poche du docteur lorsqu'il mourut à Minden, l'an de grâce 1759. Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thundertentrunk, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin, ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous Monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmologo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles. « Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertentrunk, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée. Et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table,
Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulières. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thunder Ten Tronckh passa auprès du paravent et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même. Et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Chapitre 2. Ce que devint Candide parmi les Bulgares. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine, qui s'appelle Waldberghof Tarkdickdorf, n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. « Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. » Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. »« Oh, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds 5 pouces de haut ?»« Oui, messieurs, c'est ma taille, dit-il, en faisant la révérence. »« Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. »« Vous avez raison, dit Candide. C'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. » On le prie d'accepter quelques écus, il les prend et veut faire son billet. On n'en veut point, on se met à table. « N'aimez-vous pas tendrement ?»« Oh oui, répond-il, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. »« Non, dit l'un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. »« Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. »« Comment ? C'est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. »« Oh, très volontiers, messieurs. » Et il boit. « C'en est assez, lui dit-on. Vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. » On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas, et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal, et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10, et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine comme de l'espèce animale de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait 2 lieues que voilà 4 autres héros de 6 pieds qui l'atteignent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux être fustigé 36 fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix. Il se détermina, en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté, à passer 36 fois par les baguettes. Il essuya 2 promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguette qui, depuis la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la 3e course, Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur. On lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux.
Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe du crime du patient, et comme ce roi avait un grand génie, il comprit par tout ce qu'il apprit de Candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines, avec les émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher, quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares. Chapitre 3e. Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devint. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les 2 armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une 30aine de 1000 âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les 2 rois faisaient chanter des tédéums, chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village abare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares, et les héros abares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac et n'oubliant jamais mademoiselle Cunégonde. Ces provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande, mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on le traitât aussi bien qu'il avait été dans le château de monsieur le baron, avant qu'il en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde. Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages qui lui répondirent tous que s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul 1 heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit « Que venez-vous faire ici? Y êtes-vous pour la bonne cause ?»« Il n'y a point d'effet sans cause, » répondit modestement Candide. « Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d'auprès de mademoiselle Cunégonde, que j'ai passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je puisse en gagner. Tout cela ne pouvait être autrement. »« Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'antéchrist ?»« Je ne l'avais pas encore entendu dire, » répondit Candide. « Mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. »« Tu ne mérites pas d'en manger, » dit l'autre. « Va, coquin, va, misérable, ne m'approche de ta vie. » La femme de l'orateur, ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait que le pape fût antéchrist, lui répandit sur le chef un plein « Oh, ciel, à quel excès se porte le zèle de la religion dans les dames !» Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à 2 pieds, sans plumes, qui avait une âme. Il l'emmena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de 2 florins et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse qu'on fabrique en Hollande. Candide, se prosternant presque devant lui, s'écriait « Maître Pangloss me l'avait bien dit que tout est au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que de la dureté de ce monsieur à manteau noir et de madame son épouse.